Madame, Monsieur, Yorana et bienvenue dans votre journal sur TEN TV au sommaire de ce dimanche 28 septembre. Qui dit fin de semaine dit tour d'horizon des temps forts de l'actualité, l'hebdo entre réseaux sociaux, aménagement urbain et grogne des petits patrons. Nous ferons le point avec le député de la Polynésie française Moirani Frébo, il est l'invité de ce journal. À la foire agricole, le cœur bat au rythme des récoltes et de la foi. Depuis 4 jours, exposants et visiteurs se retrouvent autour des petits produits du Fénois, mais aussi chaque matin pour un office religieux, comme aux temps anciens. Comme tous les dimanches, ne manquez pas votre rendez-vous avec l'actualité sportive, course à pied, bodybuilding, VAA ou encore racquethlon. Un tour complet à découvrir avec notre journaliste sportif Oriano Tefou. On commence donc avec les temps forts de la semaine entre réseaux sociaux qui inquiètent, avancées sociales et projets sportifs ou encore condamnations politiques. Un hebdomadaire préparé par Sam Teinaure. TikTok dans le viseur du rapport établi par une mission parlementaire. Cette plateforme provoquerait des troubles chez les utilisateurs, notamment les enfants et les adolescents, des troubles qui peuvent mener au suicide. On sait qu'on a un taux de suicide des 15-25 ans qui est beaucoup plus élevé, 4 fois plus élevé qu'en France. Quand votre adolescent se replie sur lui-même, ne parle plus, n'a plus de copains, passe sa vie sur les réseaux, il faut s'alerter, il faut consulter. Mardi, l'AISPF inaugurait ses nouveaux appartements à destination des familles disposant de revenus, mais insuffisants pour se loger décemment. L'AISPF dispose ainsi de 250 logements à loyer accompagné. Il faut avoir un minimum de revenus parce qu'il faut payer un tiers du loyer quand on est à l'AISPF. Il faut être suivi par un service social. Donc il faut d'abord aller à la DFSE ou un service social d'une commune pour être suivi. Et surtout, la chose la plus importante, c'est le projet de vie que l'on sollicite. Ce projet de vie, en fait, il va nous permettre de savoir ce que les familles vont faire au bout des 2 ans. Les familles ne sont à l'intérieur de l'AISPF que pendant 2 ans maximum et ce n'est pas renouvelable. Et donc il faut déjà, quand on entre dans le dispositif, savoir ce qui va se passer après. Mercredi, la commune de Pirée présentait ses 2 principaux projets de développement urbain, le plus ambitieux étant celui du nouveau centre-ville. Donc 7 hectares en fait, dans cette emprise, dans lesquels en fait, on verra voir donc, l'aménagement de futurs projets immobiliers. Donc on souhaite pouvoir encourager la promotion immobilière avec des projets mixtes, donc activités, commerce, logement, habitat bien entendu et bureaux, et également donc, des équipements publics qui viendront structurer tout le projet dans son ensemble. Jeudi, la Polynésie française inaugurait sa 39e foire agricole, alors qu'en métropole, l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, était condamné à 5 ans de prison ferme avec mandat de dépôt et exécution provisoire. C'est la première fois de l'histoire qu'un ancien président de la République sera incarcéré. Vendredi, la Confédération des petites et moyennes entreprises tenait son congrès. Il a été question de développement d'entreprises et de contestation des nouvelles taxes envisagées par le gouvernement. La CPME va faire un recours contre ce texte. C'est en cours de constitution. Il sera déposé avant la date limite de dépôt, sur beaucoup d'angles. Mais visiblement, nous ne sommes pas les seuls à faire un recours contre ce texte, voilà, qui est la mise en place d'un impôt. Un impôt sur le revenu de la part du gouvernement, il faut le rappeler. Hier, un cargo exceptionnel atterrissait à Tahiti-Fa'a'a. 24 chevaux et poneys en provenance de Nouvelle-Zélande sont arrivés pour donner du sang neuf au cheptel du Fénois. Je vais pleurer, je pense. 2 ans de travail, là je les vois, en plus c'est les chevaux de la fédération qui sortent en premier, donc voilà, ça me fait chaud au cœur. Je vois qu'ils sont tout calmes et ça je suis vraiment contente parce qu'on avait peur que l'arrivée... Et en fait ils ont l'habitude de voyager, ils ont été bien pris en charge, les grooms s'en occupent super bien, voilà, je suis vraiment très très heureuse que ça arrive au bout. Avec nous sur le plateau ce soir pour parler de l'actualité, Moirani Frébo, député de la Polynésie française Yorana. Kauhanoi à toute la Polynésie. Tout d'abord, quel est le sujet qui a retenu le plus votre attention cette semaine ?
Pour faire un lien avec les travaux de l'Assemblée nationale, c'est le rapport bien sûr sur TikTok. C'est important de pouvoir protéger notre jeunesse aussi et ce rapport préconise plusieurs choses, notamment l'interdiction des réseaux sociaux avant 15 ans. C'est une mesure qui est importante. Pour les 15-18 ans, on a d'autres mesures avec une interdiction, notamment un couvre-feu entre 22h et 8h du matin. C'est important pour le sommeil et la concentration de nos jeunes. Et une autre mesure qui est actuellement en discussion à l'Assemblée nationale, mais qui ne figure pas dans le rapport, qui est la fin de l'anonymat sur les réseaux. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Donc, une carte d'identité pour pouvoir bénéficier d'un compte. Les haters auront beaucoup plus de mal à faire des dégâts à visage découvert. Vous venez d'être nommé secrétaire national de Renaissance en charge de l'Outre-mer. Concrètement, que recouvre ce rôle ? C'est une responsabilité nationale qui est importante au sein du parti, avec un ancrage qui est local, puisque je le ferai à partir de la Polynésie pour l'ensemble des Outre-mer. La mission est variée. C'est déjà, premièrement, de pouvoir discuter de l'ensemble de ces sujets, donc d'être la voix en fait, du parti Renaissance au sein du bloc central pour les sujets ultramarins. Mais c'est aussi notamment la rédaction de tous les éléments programmatiques pour les élections à venir, notamment les prochaines élections présidentielles. Et ça, c'est un changement qui est assez important dans la façon de procéder. Jusque-là, les programmes pour les élections présidentielles étaient rédigés à partir de la métropole. Et là, pour la première fois, donc, nous, ultramarins, allons pouvoir proposer nous-mêmes les mesures qu'on aimerait voir appliquées en 2027, notamment après les élections présidentielles. Et justement, vous parlez de voix, vous avez dit vouloir être une voix plus forte. Quelles seront vos priorités immédiates ? Alors forcément, étant donné le timing, ça va être le projet de loi de finances. Donc on va avoir dès le 7 octobre les projets de budget qui seront déposés. Donc avec l'ensemble de mes collègues parlementaires ultramarins, on va devoir aller défendre pas mal de lignes budgétaires, dont notamment les coups de rabot qui sont prévus sur la défiscalisation et que l'on estime être beaucoup trop importants. On sait tous qu'on a des efforts à faire au niveau des dépenses de l'État avec une certaine marge d'économie à réaliser, mais 300 millions d'euros, c'est-à-dire quasiment un tiers de l'effort fiscal qui est consenti pour les Outre-mer, c'est trop pour une seule année. Et ça va être le principal combat que l'on va attaquer dès mon arrivée à Paris. Le 30 septembre, une rencontre est prévue à Paris avec le président de la République et plusieurs représentants des Outre-mer, dont le président Moïtai Broderson. Quels seront, selon vous, les principaux sujets de cette réunion et ceux que vous souhaitez y défendre ? Alors, ce dîner de travail va tourner autour notamment du rapport EGA Moulin, qui a été commandé par le président de la République et diffusé il y a quelques mois déjà. On ne va pas pouvoir faire, à mon avis, de sujets spécifiques sur la Polynésie parce qu'on va avoir beaucoup d'interlocuteurs autour de la table. Mais ça va être très intéressant de voir toutes les perspectives de développement institutionnel dans les Outre-mer en général, dans le Pacifique en particulier, parce que forcément, on va avoir une attention particulière pour la Nouvelle-Calédonie. L'accord de Bougival, qui est en cours de discussion, élargit considérablement la fenêtre d'Overton. Donc, on va avoir les départements d'un côté et bientôt les dispositions de l'accord de Bougival. Ça laisse de grosses perspectives pour la Polynésie. Quelques perspectives intéressantes, notamment en termes de préférences locales pour l'emploi ou le foncier. Donc voilà, on sera très attentif à ces évolutions. Du côté du gouvernement, nous en sommes aujourd'hui à 19 jours sans gouvernement, c'est un record. Le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu doit présenter son gouvernement normalement le 1er octobre. Qu'attendez-vous de ces nominations et quel impact cela pourrait-il avoir sur vos travaux ? Alors, c'est vrai que la présentation du gouvernement tarde un petit peu, mais c'était déjà la stratégie assumée dès le départ par notre nouveau Premier ministre. Il a expliqué qu'il voulait d'abord définir le quoi avant le qui. Donc à définir le projet, les maquettes de budget et le programme sur lequel il allait s'appuyer avant derrière de devoir nommer des ministres prêts à porter ces combats. C'est important parce qu'on a 11 groupes au sein de l'Assemblée nationale. Il faut aller mettre tout le monde d'accord pour pouvoir obtenir une majorité sur les textes. C'est un travail qui est complexe et on attend surtout la nomination d'interlocuteurs pour qu'on puisse faire avancer nos dossiers. Ils sont nombreux. J'attends avec impatience la nomination du futur ministre des Outre-mer pour faire avancer nos différents dossiers. Et justement, est-ce que vous avez été approché pour prendre la fonction des ministres des Outre-mer ? Non, pas du tout. Et d'ailleurs, je suis candidat à rien. Ce n'est pas le fauteuil qui compte, c'est l'impact qu'on peut avoir pour porter nos dossiers. J'ai déjà une mission extrêmement dense avec celle de député. Avec la mission de secrétaire national, je dois m'intéresser non seulement au Pacifique, mais élargir maintenant à l'ensemble des bassins atlantiques, de l'océan Indien, de tous nos territoires d'outre-mer. Et je suis déjà extrêmement occupé. Et si on vous le proposait, vous seriez prêt à l'accepter, ce rôle ? Je ne suis absolument pas candidat. Je viens d'être élu. Ça ne fait qu'1 an que je suis député. Je pense que je dois à ceux qui m'ont fait confiance de m'occuper des dossiers de la Polynésie que je tente de porter au mieux. On revient en Polynésie. Vous avez fait de la création d'un crous local pour les étudiants l'un de vos chevaux de bataille. La question revient à chaque rentrée. Est-ce qu'il y a des avancées là-dessus ? Oui, on a l'avantage d'être en phase.
J'ai rencontré le président de l'université il y a quelques jours, avec qui je prépare une mission conjointe en octobre en métropole pour rencontrer justement les différents ministères. J'en ai parlé au nouveau haut-commissaire lors de notre entretien protocolaire. Le ministre des Outre-mer démissionnaire, donc Manuel Valls, s'est engagé lors de ma demande à renforcer les moyens du Haut-Commissariat pour l'ouverture d'un CROUS. Et l'objectif est de faire en sorte que ça puisse être opérationnel à la prochaine rentrée scolaire. C'est la dernière université de l'ensemble de la métropole qui ne bénéficie pas encore d'un CROUS. Et là, on va pouvoir le faire avec un résultat très concret, c'est-à-dire des repas à 120 francs pour tous les étudiants post-bac, non seulement de l'université comme c'est le cas déjà, mais aussi ceux de l'ICEP, de l'ensemble des classes préparatoires et des BTS notamment. Merci beaucoup, Moirani Frébaud, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et du côté de la place Tohata, la 25e édition de Mister Tahiti s'est tenue hier soir. 3 heures de spectacle malgré la pluie et le sacre de Nohari Tuo, originaire de Raiatea, nouveau Mister Tahiti 2025. Depuis 4 jours, la foire agricole fait battre le cœur du Fénois. Fruits, légumes, bétail, les joyaux du secteur primaire réunis au même endroit. Mais derrière les étals, un rituel discret mais bien ancré. Chaque matin, un office religieux aide les exposants à bien entamer leur journée de labeur. Reportage de Nicolas Pérez et Sam Teinaouré. Chaque année, la foire agricole met en lumière le travail de femmes et d'hommes forçats de l'agriculture et de la pêche. Un travail fastidieux, dépendant des ressources de la terre et de la mer, mais pas uniquement. Depuis quelques années, la Chambre de l'agriculture et de la pêche lagonaire organise chaque matin un office religieux pour également cultiver la foi. La prière, c'est un des éléments clés, comme disait notre serviteur de ce matin. Plus de prière, plus de puissance. Peu de prière, peu de puissance. Pas de prière. Il n'y a pas de puissance. Donc avant de démarrer la journée, donc toujours commencer par la prière. Pour le président de la CAPL, ce temps de recueillement doit aussi servir à accepter plus facilement les aléas inhérents à ces métiers. C'est vrai, des fois, tu n'as pas réussi ta plantation, tu n'as pas réussi la pêche ce soir-là, mais il ne faut pas oublier que c'est lui qui te donne à nourrir chaque jour. S'il te donne l'eau pour pouvoir arroser tes plantations, s'il te donne du soleil pour pouvoir sécher, pour pouvoir satisfaire les coopérateurs, la vie de tous les jours, il y a des hauts et des bas, il faut accepter. Ce rassemblement matinal est aussi le moment pour les membres de la CAPL de réaliser un point d'étape pour mobiliser les 240 exposants présents. On aura l'atelier greffage avec la date. Il y a pas mal de succès depuis 2 jours. Il y a encore une journée demain pour profiter de prendre un petit moment pour vous mettre à jour sur le greffage. C'est un des éléments clés forts pour pouvoir démarrer la journée, pour que ça se passe bien depuis le matin jusqu'au soir, pour que les exposants puissent vendre facilement leurs produits, de communiquer avec eux. Une organisation nécessaire pour accueillir les 60 000 visiteurs attendus jusqu'au 5 octobre. Vous l'avez deviné, c'est le moment de notre partie sportive. Avec du muscle, des bras, des buts, mais aussi de l'émotion et des invités. Alors restez avec nous, ça commence maintenant. Direction Paya, Manouiti, un show digne des grandes scènes internationales avec le championnat de Polynésie de bodybuilding, de men's physique et de bikini fitness. Des corps sculptés, des poses millimétrées et un public conquis, les athlètes ont brillé devant notre journaliste Hoanui Atuahiva. 25 athlètes se sont affrontés lors du championnat de Polynésie de bodybuilding, men's physique et bikini fitness. Dans la catégorie reine, Stéphane Matkessa juge le titre, mais c'est le junior Charlie Boone, 18 ans seulement, qui a marqué les esprits. C'est un honneur et une fierté de pouvoir gagner en toute catégorie, en tant que junior. Tu vois, ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir gagner en toute catégorie. C'est ma première que je gagne, c'est ma toute première que je gagne en toute catégorie. Et voilà, c'est vraiment passionnant et émotif. En men's physique, c'est le carton plein pour Meheo Louyat. Il s'impose chez les novices et les pros pour sa première participation. Alors cette compétition, le fait de gagner, ça m'a permis au fait de voir à quel point je pouvais arriver. Là, c'est la première fois que j'ai concouru en novice et j'ai gagné la toute catégorie, même avec les pros. Donc ça me fait vraiment chaud au cœur parce que je ne vais pas vous mentir que la préparation elle a été vraiment très dure.
Chez les femmes, Christine Tahi remporte 2 médailles d'or et vise maintenant l'international. Je pars en Nouvelle-Zélande pour le 25 octobre où je vais représenter les Fénois pour une compétition internationale pour essayer de remporter une carte professionnelle. On fait beaucoup de sacrifices pour manger correctement et suivre nos plans nutritionnels. Pour les fans de muscles, le rendez-vous est donné la semaine prochaine pour les Océaniens de bodybuilding où le niveau montera d'un cran. Et après les muscles, place au Va'a. Les rameurs avaient rendez-vous à Pirée pour une nouvelle édition du Mémorial Tainui Atea. 21 km au programme pour la catégorie reine, un tracé entre Taoné, Mahina et le complexe OPT. Et malgré l'absence de quelques cadors, la team OPT a survolé la course. Ambiance et réactions à suivre avec Désiré Teivao. Une nouvelle victoire pour Nareadje cette saison. Après la Ihilani Hoe en août, le rameur de Ta'a remporte le Mémorial Tainui Atea devant ses partenaires de la Team OPT, Hitiroa Mazeng et Tuteari Hoatua. Le meilleur départ depuis la plage de Taoné est pour Kif Vernodon. Sur une partie de la remontée vers Mahina, le sociétaire de la Team OPT mène un groupe où l'on retrouve Nareadje, Temwana Taputu, Keahi Aniere ou encore Hitiroa Mazeng. C'est une course assez courte. Alors, du coup, moi, je me suis dit, comme tout le monde est en forme, je pense qu'il va falloir jauger aussi la remontée et la première partie du surf pour essayer de voir qui est là et ceux qui se calent, quoi. Sur la descente vers Taoné, dans des petites conditions de surf, Temwana Taputu et Nareadje prennent une légère avance. Et c'est sur le dernier tronçon que le natif des îles sous le vent fait la différence. Plus costaud dans la dernière remontée, il coupe la ligne d'arrivée au bout d'1 heure et 43 minutes. Je me suis senti toujours frais à l'entrée de la passe de Taoné. Du coup, le dernier tronçon, c'est la remontée. Et je me débrouille pas mal à la remontée. Du coup, j'ai décidé de pousser à ce moment et voilà. C'est passé et j'ai maintenu la distance jusqu'à l'arrivée. Les rameurs ressortent les V6 samedi prochain pour la Air Tainui Race, une course marathon entre Pirée et Papen'o, une dernière répétition avant la Hawaii Kinuiva. Et on change de registre avec un événement où le sport rime avec solidarité, le relais pour la vie à Punaouia. Plus de 2000 inscrits malgré un format raccourci suite à l'incendie dans la vallée de la Punaru. Mais l'essentiel est ailleurs, un message fort pour soutenir les personnes atteintes du cancer. Le récit de cet élan de générosité avec Hoanui Atuahiva. 2400 coureurs répartis en 84 équipes ont pris le départ ce matin du relais pour la vie au stade de la Punaru. Tout au long de la journée, collègues et associations se relaient dans un esprit solidaire. Ni l'incendie d'hier ni la pluie de ce matin n'ont freiné la détermination des participants. Ah non, nous ne sommes pas en sucre, donc on est là pour la bonne cause déjà et puis pour partager un bon moment ensemble. Voilà. Il y a pas mal de jeunes qui soutiennent l'événement et du coup je suis heureuse d'avoir participé, d'avoir terminé malgré la pluie et on garde toujours le sourire. Un événement sportif mais pas seulement. Un message fort à retenir, le mouvement de solidarité envers les personnes atteintes du cancer en Polynésie. Et surtout ce mouvement de solidarité envers tous ces patients, mais spécialement nos enfants Evasani, puisque c'est pour eux aujourd'hui qu'on se relaie. Nos enfants Evasani qui affrontent cette maladie avec leurs proches. Et c'est pour eux aussi que l'on va récolter cette cagnotte pour les aider et pour nous permettre encore de les aider davantage. La raison du succès de cet événement, une cause qui touche tout le monde. Je suis venue ici avec toute ma team, la team Rainbow Ohana, pour soutenir en fait les personnes malades. C'est un événement qui nous tient à cœur parce que nous avons dans notre équipe une personne malade. Donc elle va arriver d'ailleurs tout à l'heure et donc ça nous pousse à nous dire qu'il faut faire quelque chose. Voilà. Le relais se termine ce soir à 21h avec à la clé une cagnotte qui dépassera largement l'objectif des 3 millions de francs. Elle servira à aider les enfants Evasani. Retour sur les terrains de Ligue 1, plus de buts vendredi soir à Pouré. L'AS Stéphana s'impose 4-2 face à l'AS Vénus et confirme son excellent début de saison. Le champion en titre déjà bousculé, un résumé but signé Désiré Teivao. Cette jeune équipe de l'AS Stéphana n'a pas de temps à perdre. Dès la 3e minute, le capitaine Kaveh Morgan ouvre le score pour les locaux. Complètement dépassé, l'AS Vénus concède ensuite un pénalty avant le quart d'heure de jeu. Honoura Maretefao se charge de transformer la sanction. 2-0 pour Tefana après seulement 13 minutes.
L'équipe de Fa'a continue d'appuyer. Sur un débordement côté gauche, Yanis Dimetong inscrit le but du 3-0. Et juste avant la pause, Honoura Maretefou alourdit encore la marque. À la mi-temps, Tefana mène déjà 4-0. Ça fait plaisir, on est très content de tout ce qu'on a construit depuis la préparation. Et puis c'est le fruit de notre travail à l'entraînement et des consignes du coach. Ouais, c'est vrai qu'en première mi-temps, on était passé à côté de notre match. Mais après en deuxième mi-temps, on a bien réagi, mais ce n'était pas suffisant. Vénus réagit en deuxième période. Roonui Tehau max penalty et enchaîne avec un deuxième but à la 65e minute. La fin de match est tendue, mais le score ne bougera plus. Tefana l'emporte 4-2 et signe un deuxième succès en 2 journées. Bien évidemment, on veut rester sur la même dynamique. On va continuer sur notre lancée et faire le maximum pour accrocher cette victoire le week-end prochain. Du côté de l'AS Vénus, le début de saison est plus compliqué. Un match nul et une défaite après 2 journées. Le champion en titre doit se relancer. Il n'y a pas de secret, il faut s'entraîner encore à l'entraînement, faire motiver encore les joueurs, parce qu'avec une défaite comme ça a un peu cassé le moral. Mais c'est le rôle d'un coach, c'est de motiver encore les joueurs pour le prochain match, parce que la saison est encore longue. Dans les autres rencontres de cette deuxième journée de Ligue 1, l'AS Pires s'incline à Verao face au Tayarapu FC 2-1. Am-Ouria, l'AS Mira et Tamaripunaru se neutralisent. Et l'AS Central Sport domine l'AS JT 6-0. Allez, tout de suite, on découvre le reste de l'actualité sportive locale et internationale, en bref et en images. Une victoire historique pour le VA polynésien. Aujourd'hui à Hawaï, Ihilani est devenu le premier équipage tahitien à remporter la mythique course de la Navahine au Kekai. Les Polynésiennes bouclent les 66 km entre Molokai et Oahu en 5 heures et 51 minutes. Veimiti Mauni et ses partenaires devancent de 45 secondes les Hawaïennes de la Team Bradley. L'équipage australien de la Team Taimana 3e pointe à plus de 10 minutes des Tahitiennes. Les Hinetaurea devaient impérativement s'imposer cet après-midi face à la Nouvelle-Calédonie pour se qualifier pour les demi-finales du tournoi U19 de l'OFC. Mais les joueuses de Reimana-Buluk ont concédé le match nul face au Kagu. La capitaine calédonienne Julia Hanakoko ouvre la marque à la 55e minute pour son équipe. Les Tahitiennes poussent pour revenir au score. Dans les dernières minutes, la capitaine Haranui Legaïk relance la sélection polynésienne. Mais les Calédoniennes tiennent bon et se qualifient pour la suite de la compétition. Les Hinetaurea disputeront jeudi prochain un match de classement face à Tonga. Coup d'envoi de la saison du taekwondo au Whenua. Le championnat de Polynésie a réuni ce week-end plus de 110 combattants venus de 9 clubs de Tahiti, Moorea, Reatea et Taha'a. Une compétition qui sert aussi de tremplin pour les grandes échéances internationales. En ligne de mire, les championnats du monde en Chine au mois d'octobre et les US Open en février prochain à Las Vegas, avec l'envie de confirmer les progrès accomplis et de hisser encore plus haut le taekwondo polynésien. Week-end prochain, place à un rendez-vous original, le 5e Racquethlon. Un marathon des sports de raquettes avec 4 disciplines réunies au complexe sportif de l'Excelsior, badminton, tennis, tennis de table et padel. Un événement qui promet du spectacle et de la convivialité. Et pour en parler, nous recevons ce soir son organisateur, Olivier Motte. Bonsoir Olivier. Bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs. Merci d'être avec nous. On l'a dit, le Racquethlon revient le week-end prochain pour une 5e édition. D'abord, rappelez-nous en quelques mots le principe du Racquethlon. D'accord. Donc, ce n'est pas vraiment un marathon des sports de raquettes, c'est plus un quadriathlon des sports de raquettes, où les joueurs par équipe de double vont s'affronter sur 4 sports de raquettes différents, en commençant par la raquette la plus légère qui est le tennis de table, et ils vont jouer ensuite de la raquette la plus légère à la plus lourde, donc ça va être tennis de table, badminton, paddle et tennis. Et donc, c'est la première fois qu'on a du paddle lors de cette compétition. Les années précédentes, on avait du beach tennis lors des 3 dernières éditions. On a eu du squash lors de la première édition. Et là, on innove puisqu'on fait la compétition sur le complexe d'Excelsior, où il y a des terrains de paddle. Donc, pour la première fois, le paddle sera joué sur cette compétition. Justement, Olivier, on sait que le paddle connaît un énorme engouement ici au Whenua, au point d'inquiéter les puristes du tennis. Alors, est-ce que justement, c'est l'occasion de concilier ces disciplines à cette fête du sport de raquette? Alors, déjà, le racquethlon, on organise le racquethlon pour promouvoir l'ensemble des sports de raquette. Les 4 sports que j'ai cités ne sont pas les seuls en raquette. On a donc le squash,
On a le beach tennis et on a aussi le pickleball, qui est un sport qui est en train de s'implanter sur le territoire, qui a un gros succès aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons. Alors, je dirais qu'il n'y a pas une véritable concurrence. On va dire que tous les sports de raquettes sont ouverts à tout le public. Ça permet d'attirer une nouvelle clientèle qui est différente de celle du tennis. Alors, il y a pas mal de joueurs de tennis qui se sont mis au paddle, mais je dirais qu'il y a une grande complémentarité entre les différentes disciplines. Le tennis reste encore de loin le sport numéro 1 au niveau mondial. C'est le sport le plus médiatisé. Mais c'est vrai que le paddle, le pickle et le beach, le bad, le tennis de table grignotent petit à petit et font leur place sur l'échiquier du sport. Et lors de la compétition, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les élites de chaque sport se confrontent? Alors nous avons effectivement un certain nombre de joueurs élites dans différentes disciplines qui viennent participer, notamment au badminton où on a le numéro 1 du Pacifique qui fait équipe avec un autre joueur de badminton. Nous avons l'élite du tennis féminin, donc l'ensemble des présélectionnés qui jouent, qui vont faire cette compétition. Chez les hommes en tennis, la plupart de nos présélectionnés sont à l'étranger, sont soit sur des sports-études, soit font des travails à l'étranger et donc font du tennis à côté. Donc au niveau du tennis, on aura surtout les femmes et on aura pas mal de joueurs élites du tennis de table, du paddle et du tennis, voilà, tennis de table, bad et paddle. Alors, qui était le champion en titre de l'édition précédente et est-ce qu'on aura l'occasion de le voir défendre sa couronne? Alors, la dernière édition, l'année dernière, on avait déjà une compétition de double. Les vainqueurs étaient Rossi et QQL, qui sont tous les deux des joueurs de badminton. Les 3 précédentes éditions avaient été emportées par Hevekele, qui est joueur de tennis, qui malheureusement cette année est blessé. Donc il sera là, mais en tant que spectateur, pour encourager ses amis et anciens adversaires. Et on imagine que de nouveaux challengers se profilent cette année. Est-ce qu'une nouvelle génération peut venir bousculer les grands favoris du moment? Alors la compétition est très ouverte cette année puisqu'on a une nouvelle discipline. On ne connaît pas très bien les leaders du paddle puisque c'est une discipline assez nouvelle. Donc je dirais que la compétition est très ouverte. Mais on va dire qu'il y a une équipe quand même favorite qui se dégage. C'est l'équipe vainqueur de l'année dernière. C'est l'équipe Rossi et QQL. Alors Olivier, quel message voudrais-tu donner aux spectateurs qui viendront à cet événement l'année prochaine? Alors la compétition se déroulera à Excelsior samedi prochain à partir de 8h. Les premiers matchs auront lieu à 8h. Venez encourager les joueurs. Quasiment tous les participants l'année dernière étaient ravis de leur compétition. On avait pas mal de spectateurs. Les joueurs étaient encouragés. Il y aura une buvette sur place, il y aura un snack sur place. Donc plus vous viendrez nombreux, plus les joueurs seront heureux. Merci pour cet éclairage, Olivier. On se donne donc rendez-vous pour le 5e Racquethlon. Ce sera la semaine prochaine à Excelsior. Merci. On vous attend nombreux. Merci à vous. Merci. Les Wodapalooza, rendez-vous incontournable du CrossFit américain. Cette année, 17 athlètes tahitiens étaient à Los Angeles. Et ne sont pas passés inaperçus. Plusieurs équipes se sont illustrées avec des titres et des podiums. Retour sur cette aventure à la rencontre de ces champions qui ont hissé haut les couleurs du Fénois. 3 jours d'épreuves intenses, 2 woods par jour et au bout du compte, 2 victoires majeures pour Tahiti. Dans la catégorie RX, la team Tahitian Eito, composée de Putoru Nanaya, Michael Galera et Teremuto Atekina, triomphe pour la première fois à l'international, une consécration. Les épreuves, c'était assez difficile. Heureusement qu'on se connaît un petit peu, ça fait des années qu'on pratique, on va dire ensemble ou éloignés, mais on connaît le niveau de chacun. Du coup, on a su combler un peu ce qu'il fallait pour notre équipe, pour être au mieux. On a pu acquérir de l'expérience. Après, à chaque fois que tu t'en vas à l'international, tu laisses ta famille. Et bien, avec l'expérience que tu as, tu commences à comprendre le système, quoi. Autre carton plein, les Burgers Bro avec Teariro Chapman, Tamati Lagarde et Mania Le Pape qui s'imposent dans la catégorie intermédiaire. Première sortie hors du Fénois et déjà l'or. Quelle expérience, quoi. Honnêtement, je ne m'attendais pas à tout ce monde-là. Donc on était en gros 50 équipes. En vrai, il y avait beaucoup de pression, mais avec toute la team, on est parti avec Tahitian Eito, qui ont été premiers aussi sur le podium. Du coup, avec eux qui nous chaperonnent un peu par derrière et tout, on avait moins de pression et on avait notre game plan. Tous les soirs, jusqu'à minuit, on cogitait un peu avant de partir sur les woods. Donc après, la pression, elle était on va dire, oubliée, quoi. Et on n'avait qu'une seule envie, c'est de gagner, quoi. Plusieurs équipes tahitiennes se sont distinguées, preuve que le niveau local progresse rapidement. Mais derrière ces exploits, il y a une réalité, nos athlètes ne vivent pas de leur passion.
Par rapport aux catégories, surtout la catégorie où on a participé, ce sont des professionnels. Eux, ils vivent de ça, il y a des sponsors derrière. Du coup, nous, ici, on a notre travail, du coup, on a des sacrifices à faire au niveau familial. Budget, travail, vie de famille, chaque départ à l'étranger demande des efforts immenses et pourtant les résultats sont là. On se débrouille par nous-mêmes, hein. On n'a pas le choix, il n'y a pas de fédération de CrossFit ici à Tahiti, du coup, peu d'aide. Hein. On aimerait bien aussi que le territoire peut-être peut nous aider parce que c'est une discipline qui prend beaucoup ici sur le territoire. Il y a beaucoup d'engouement, il y a beaucoup de salles qui se créent. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent s'exporter. 2 titres de champion complétés par une médaille d'argent pour la team Tahitian Goat et une 3e place en individuel pour Natacha Bibolé. Le CrossFit tahitien confirme son potentiel et nos athlètes, à force de sacrifices, prouvent qu'ils ont leur place parmi le haut niveau. Et on termine notre rubrique avec les rendez-vous sportifs attendus cette semaine. Ce week-end, vous pourrez combiner les sports de raquettes avec le racquetton, bien entendu, à Excelsior. Il y aura également du judo ce samedi avec la Coupe de Tahiti à la Punaru. Et vous pourrez également fouler le bitume de papier à l'Equiden de Tahiti. Il y aura aussi des courses sur l'eau avec la Air Tahiti Nui Race. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez votre émission Bien dans son faré, suivie de Paye-nous à la dérive avec l'histoire de Jacques Parker. Demain, Bémi Thierlot sera aux commandes de votre JT. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée sur TEN TV ainsi qu'une très belle semaine. Prenez soin de vous. Et bien entendu, on se quitte avec les meilleures images en musique de ce week-end sportif. Bonne soirée à tous. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop on the road of life. You can't stop. You can't stop. Moving. Keep move. Keep that pace. You switching to gear. Let's go. As we climb up the hill, don't slow down. Pedal a little more. The mind is working. It's in control. Your wheels are turning a little more. Going higher another notch. Keep it steady. Don't watch the clock go round.